Comme nous, vous êtes venu d'ailleurs pour vous établir au Canada avec la volonté de lancer votre propre activité. Comme nous, vous savez qu'être accompagné est essentiel pour entreprendre avec succès. À chaque étape, nous sommes là pour vous aider à identifier et à concrétiser de nouvelles opportunités. Venez bâtir votre projet avec Agoralliance, l'incubateur, accélérateur des entrepreneurs venus d'ailleurs. Voilà, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, bonjour à tout le monde d'être aujourd'hui présent pour assister à ce webinaire sur comment estimer d'un point de vue purement financier le bon moment pour entreprendre. Je suis Anne-Solène Rioux, cofondatrice de l'incubateur accélérateur Agoralliance et nous accompagnons les entrepreneurs immigrants francophones dans leurs projets entrepreneuriaux à travers le Canada et parfois même au-delà. Et il y a des questions qui reviennent souvent, en fait, d'où le sujet de ce webinaire aujourd'hui, quant à la décision justement de se lancer à 100% dans son projet entrepreneurial. Et évidemment, ce choix eh bien, repose sur plusieurs dimensions et ne doit pas dépendre exclusivement des dépenses, bien qu'effectivement, ça soit souvent quelque chose qui revient principalement. On peut détecter justement dans son day-to-day des opportunités, penser au bon timing, autant familial que professionnel. Donc, encore une fois, toutes des choses à considérer. On doit se poser la question de savoir si nous sommes capables de fédérer autour de nous pour créer justement le fameux écosystème qui est indispensable à la création d'une entreprise. L'énergie, tout ce qui est charge mentale, hein, c'est quelque chose dont on parle peu, mais qui est très important dans ce choix-là qu'on va faire. Et donc, dans ce webinaire, je répète, intitulé Comment estimer d'un point de vue purement financier le bon moment pour entreprendre, eh bien, on va se concentrer sur plutôt la dimension financière, entre autres, en abordant des sujets comme comment puis-je savoir si je peux quitter mon emploi et me lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs, j'ai une personne qui vient de se connecter et bonjour Larissa et bienvenue. Comment éviter les erreurs communes dans la gestion de vos finances aussi? Combien d'argent me faut-il pour vivre sans quitter? Et évidemment, je ne pourrais discuter de tous ces beaux sujets sans être accompagnée aujourd'hui de deux panélistes que je vous présente sans plus tarder. Donc, nous avons l'experte. Alors, le principe des webinations, c'est toujours une experte ou une experte et un ou une entrepreneur pour être en capacité de rebondir sur les sujets de l'expert. Donc, aujourd'hui, l'experte donc, est Aurélie Hurtebise de Les Finances au féminin. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc, je vais te présenter en bonne et due forme, Aurélie. Donc, après avoir évolué pendant 12 ans dans le monde financier et immobilier comme conseillère, courtière hypothécaire et investisseuse, Aurélie a fondé son entreprise, donc Les Finances au féminin, dans le but essentiel d'aider les entrepreneurs et travailleurs autonomes à maîtriser leurs finances personnelles et d'entreprise à travers une approche holistique et humaine sans vente de produits financiers. Donc, c'est déjà un élément très différenciateur. À travers son propre parcours entrepreneurial dans les finances, elle a développé toutes sortes d'outils et de compétences qu'elle met aujourd'hui à profit des entrepreneurs qui choisissent de croire et d'investir en eux en devenant travailleurs autonomes et entrepreneurs. Donc, encore une fois, merci Aurélie d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je suis toujours honorée justement de pouvoir partager en fait mon expérience, mes connaissances pour aider les entrepreneurs puisque ça me tient vraiment à cœur. Donc, merci. Avec plaisir. Et bien sûr, l'entrepreneur d'aujourd'hui, Maria Sagastegui. Bonjour Maria. Bonjour. Donc, Maria, originaire du Pérou, après avoir acquis une expérience précieuse comme adjointe administrative et entrepreneur au Pérou, elle a déménagé au Québec en 2007. Confrontée à des problèmes de peau à l'âge adulte, elle a redécouvert les remèdes ancestraux de son pays natal, ce qui a ravivé, bien entendu, sa passion pour les produits naturels. En 2016, elle a fondé Runac, une marque dédiée à la création de soins de peau naturels inspiré de la pharmacologie botanique péruvienne. Son parcours entrepreneurial lui a permis de développer une expertise unique qu'elle met aujourd'hui au service des femmes qui cherchent des solutions naturelles et efficaces pour une peau belle et en bonne santé. Grâce à Runac, elle les aide à découvrir la beauté naturelle et consciente en utilisant des produits inspirés de la pharmacologie botanique
péruvienne et du monde. Bonjour Maria et merci encore à toi d'être présente ce matin avec nous. Merci pour l'invitation. Je vais donc commencer avec toi, Maria, sur la première question, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet. Toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui a déclenché justement ton besoin de faire affaire avec Aurélie et quels sont les principaux défis en tant qu'entrepreneur auxquels tu as été confronté? Ça va nous permettre d'ouvrir le sujet d'aujourd'hui. OK. Mais moi, principalement, j'avais un désir important de faire grandir mon entreprise, mais aussi au niveau personnel. Je n'ai jamais aimé les finances du tout. Et j'avais beaucoup de croyances limitantes envers l'argent. Et pour moi, les finances, c'était un blocage en moi. Je voulais rien savoir des finances. J'ai dépensé beaucoup. Fait que tant au niveau de mon entreprise qu'au niveau personnel. Je ne suivais pas bouger. Donc, je voulais faire grandir mon entreprise, faire des investissements personnels, mais je savais l'argent que je pouvais utiliser. Donc, ce n'était pas clair. Et ce qui a déclenché, c'est mon désir de grandir mon entreprise et de faire des investissements, mais je savais par où commencer. Donc, j'ai rencontré Aurélie et c'est ça qu'on a eu la connexion parce que j'aime beaucoup son approche. J'adore son approche et son approche holistique surtout, et qu'elle travaille aussi avec les croyances limitantes, pas seulement les finances telles quelles, mais j'aime aussi qu'elle travaille la partie des croyances. Et c'est ça qui m'a motivée à travailler avec elle. J'ai eu quand même beaucoup de choses qui sont arrivées quand on a commencé à travailler parce que je voulais pas, c'était comme sortir de ma zone de confort, de voir qu'effectivement, j'avais besoin de voir clair dans mes finances. Je savais que je devais faire affaire avec quelqu'un, une personne qui est experte en ça, mais je ne voulais pas le faire parce que je savais que j'allais sortir de ma zone de confort. Et qu'au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble avec Aurélie, j'ai dû faire des choses que je n'aimais pas avec les finances pour me rendre compte finalement que ce n'est pas compliqué. C'était quelque chose qui était facile, sauf que c'est moi-même qui bloquais l'approche ou de faire ces changements parce que j'avais des croyances. Fait qu'on a travaillé tout ça ensemble. On a pu optimiser un système pour avoir un budget personnel, mais aussi de les transmettre dans mon entreprise. Fait que quand j'ai eu ça clair, c'était comme soulagement. Moins de stress. Mais oui, moins de stress et plus de confiance en moi. Parce que j'avais pris en main des choses que j'ai dû les faire au début quand j'ai commencé. Moi, j'avais des années avec mon entreprise, mais je ne l'avais pas fait au début. Ouais. Donc là, tu soulèves plein de points très intéressants, Maria, puis j'imagine que les personnes qui sont ici présentes peuvent se reconnaître dans certaines choses. Tu as mentionné la peur de ne pas savoir. Tu as mentionné sortir de ta zone de génie et justement, c'est très drôle parce qu'avant de commencer le webinaire aujourd'hui, on disait avec Aurélie, dès qu'on parle de finances, l'expression dit les rats quittent le navire en fait. Donc, c'est souvent parce que c'est un grand mot et parfois même un gros mot, vraiment au sens littéral du terme. Et toutes ces barrières limitantes que tu as mentionnées aussi, c'est ce qui pose souvent justement ce frein à se lancer en entrepreneuriat et ça me permet de rebondir avec toi, Aurélie, sur ma question. Donc, selon toi, justement, quelles sont les étapes qu'un entrepreneur qui veut se lancer en affaires à 100%, hein, parce que je ne l'ai pas mentionné au début, mais la réalité, c'est que 80%, et il faut être en paix avec ça, et je le dis à tous ceux qui écoutent aujourd'hui, que 80% des personnes qui se lancent en entreprise sont
hybrides, donc ont une activité salariée et développent leur entreprise en parallèle pour des raisons financières ou autres, parce qu'il n'y a pas que de raisons financières. Mais justement, on a besoin de connaître ces étapes pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires et qui devrait mettre donc pour se donner toutes les chances de son côté de réussir à vivre convenablement si son choix, c'est de vivre à 100% de son activité entrepreneuriale, bien entendu. En fait, il y a plusieurs choses, mais tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà, en partant, il y a différents profils entrepreneuriaux. Tu sais, il y a des gens qui sautent de l'avion puis qui construisent un parachute en sautant. Il y a des gens qui vont vraiment bien planifier puis qui vont comme s'assurer d'avoir comme pensé à tout. Donc, c'est sûr que moi, j'ai fait partie du premier, c'est-à-dire que c'est comme un désir vraiment profond. Je n'étais pas heureux dans ce que je faisais, donc je suis partie sans aucune réflexion, c'est pas du tout ce que je promue, au contraire. Tu sais, avec le recul, je me dis, waouh, c'était un peu inconscient. Euh, mais tu sais, si je devais le refaire maintenant, je me dis, en partant, c'est sûr que ce serait de me dire, OK, mais dans quoi est-ce que je me lance? C'est quoi mes compétences? Donc peut-être déjà faire un bilan de compétences si on se demande, tu sais, si on a des fois le feu, entre guillemets, entrepreneurial, mais des fois, c'est pas évident de se dire, OK, mais en fait, c'est quoi mes compétences? Dans quoi est-ce que je peux vraiment me lancer? Puis souvent, on a plein d'aptitudes inconscientes et ce qui fait qu'on a l'impression qu'on n'a pas forcément de compétences, alors que c'est pas vrai, on a toutes plein de compétences que oui, des fois, il faut approfondir pour pouvoir se lancer et créer son entreprise, mais ça reste qu'il y a déjà une base. Et puis après ça, c'est sûr que là, si on vient vraiment aux finances, c'est déjà d'établir concrètement, en fait, combien est-ce que j'ai besoin au minimum pour vivre? Et si j'ai pas encore une clientèle, en fait, combien de temps ça va me prendre avant de générer justement ce que j'ai besoin pour vivre? Parce que quand on est mal préparé, ce qui peut se passer, dépendamment de justement de notre personnalité, moi, quand je suis partie en entrepreneuriat, je me suis dit, je me connais, j'ai confiance en moi, donc tu sais, je vais développer quelque chose et en parallèle, je suis ouverte à prendre un travail comme serveuse pour justement en fait, faire lever le tout parce que quand on part en entrepreneuriat, comme je disais, à moins déjà d'avoir une clientèle déjà établie ou en tout cas, des fois, il arrive que tu sais, on part du salariat à l'entrepreneuriat, mais finalement, vu qu'on a déjà une bonne base de fait ou qu'on part comme consultant et qu'on reprend des clients, finalement, il n'y a pas vraiment de gap. Mais pour quelqu'un qui se lance sans clientèle, c'est sûr qu'il faut savoir combien d'argent j'ai besoin par mois pour ne pas m'endetter. Et à partir de là, c'est de se dire, si je veux partir à 100%, est-ce que j'ai au moins un 3 à 6 mois d'avance dans mon compte, le temps justement de me permettre de développer, parce que sinon, ça met énormément de pression. Puis en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre on va s'endetter sur des cartes, sur des prêts, et puis là, ça fait qu'on est dans l'urgence de faire de l'argent, et souvent, en fait, les gens le ressentent, et ce qui fait qu'indirectement, ça fait l'effet inverse. Donc, c'est comme... Donc, la première des choses, je dirais que c'est vraiment de s'assurer d'avoir les ressources. Et surtout, si on part d'un endroit qu'on est salarié, eh bien, c'est de s'assurer justement de faire avant, au niveau de ses finances, de s'assurer qu'on ait le moins de charges possible. Donc, par exemple, les gens qui sont propriétaires, ça peut valoir la peine soit d'avoir une marge de crédit hypothécaire pour justement, si jamais à un moment donné c'est plus difficile d'avoir des ressources. Ça peut être aussi, par exemple, de réorganiser ses obligations en refinançant, par exemple, en payant ses dettes ou en s'assurant, dans le fond, de diminuer la charge qu'on a mensuellement pour se donner l'espace de générer des revenus et de créer notre clientèle. Et souvent, en fait, les gens partent un petit peu genre sans prendre l'aspect financier ou minimisent un peu tu sais, souvent quand on est entrepreneur, en fait, on se dit, ah, j'ai quelque chose, tu sais, c'est comme on peut parfois idéaliser le parcours entrepreneurial et au fur et à mesure, on se rend compte que fudge, c'est pas si évident que ça. Je pensais que ça allait venir comme ça. Finalement, je me rends compte que je fais face à certaines incompétences, j'ai plus de compétition ou tu sais, il y a plusieurs personnes dans mon domaine que j'avais comme pas vu avant. Et je pense que le manque de préparation et après, justement, dépendamment de notre personnalité, c'est sûr qu'il faut se donner les moyens de, tu sais, si on est quelqu'un qui est très insécure financièrement, ça vaut la peine d'avoir un bon coussin et d'avoir les ressources pour justement se donner toutes les chances de notre côté. Parce que sinon, ce qu'on risque de faire, c'est se lancer, on va partir 2, 3 mois après, finalement, on se rend compte que ça ne marche pas, on revient en salariat et là, en fait, il peut y avoir beaucoup d'estime de soi et de confiance en soi qui a été perdue parce que justement, c'est une mauvaise préparation et non parce on n'est pas un bon entrepreneur. C'est juste que tu sais, des fois, ça fait partie du chemin. Là.
on recule pour mieux sauter par après. Donc, je dirais la préparation, donc la réflexion de c'est quoi vraiment le projet, du modèle d'affaires, justement, comment est-ce que je vais générer mon argent à travers mes services et de voir aussi est-ce que ça fait du sens parce qu'une des choses aussi qui est souvent sous-estimée, c'est tout le temps de développement. Et donc, les gens, des fois, tu sais, vont mettre, je sais pas moi, 25 $ de l'heure, mais c'est parce que tu comprends pas que pour avoir des contrats, ben, en fait, si ça te prend genre 25 heures à, tu sais, comme à développer, puis que là, tu te décroches un contrat de 10 heures, mais au final, tu n'as pas compté tes 25 heures que tu as passées à développer. Et ce qui fait qu'au final, ton entreprise, elle n'est pas rentable. Donc, tu sais, c'est comme tu penses comme un salarié plutôt qu'un entrepreneur qui a des charges, qui a, tu sais, comme des choses à payer pour justement faire rouler une entreprise. Donc, je pense que c'est vraiment de comprendre c'est quoi en gros une entreprise, qu'est-ce que ça prend pour la faire rouler et justement comment est-ce que je dois dès le départ bien avoir un prix qui fasse du sens pour pas qu'après je me retrouve à avoir créé une clientèle qui est habituée, tu sais, par exemple, je dis 25 $ de l'heure, mais tu sais, ça pourrait être n'importe quoi, mais je vais partir avec 25. Puis là, on se rend compte que finalement, il aurait fallu que je charge 45. Mais on s'entend que quelqu'un qui paye 25, si tu lui charges 45, il va dire, OK, bah regarde, moi, c'est trop cher, je peux pas. Parce que, en fait, la marge, elle est comme trop grande. Alors que si dès le départ, tu avais fait le travail, tu serais parti à 45 et tu aurais peut-être ajusté après avec l'augmentation de la vie, avec tes compétences, peu importe. Et si tu augmentes à 5 $, tu fais un bon travail, les gens vont comme dire, OK, je comprends, c'est normal. Mais tu peux pas doubler parce que là, tout ton marché tu viens de te tirer dans le pied là. Donc là, il faut que tu recommences tout à zéro, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui restent coincés dans ouais, mais je peux pas augmenter. Donc là, ils en arrachent, mais en même temps, tu sais, c'est comme parce que le départ a pas été bien De fait. Puis bonnes tu sais, bases. c'est ça. Mm. Donc réflexion, planification, et puis euh, c'est ça vraiment s'assurer que financièrement on a les reins assez solides, ou alors qu'on a des ressources. Tu sais, si on est par exemple un entrepreneur qui est capable de se dire, OK, tu sais, j'ai comme je sais pas, une marge personnelle ou une marge de crédit hypothécaire qui me permettent d'être peut-être 3, 4, 6 mois à vivre et je sais qu'après mon modèle d'affaires fait que ça va lever et je vais rembourser sans problème, bah, à ce moment-là, je pense encore une fois que tu sais, c'est comme de mettre vraiment toutes les chances de son côté pour réussir. Mm. Absolument. Donc, les considérations, faire les bonnes choses, hein, on dit toujours, c'est Agoralliance, faire les bonnes choses avant de avant de bien faire les choses. Éviter, donc, dans les étapes, enfin, mettre en place des processus pour éviter justement cette pression financière et éviter les endettements parce que tu parlais, on passe beaucoup de temps, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui dépensent beaucoup d'argent, en fait, à vouloir créer leur entreprise et qui se retrouvent ben, justement parce qu'elles n'ont pas fait les bonnes choses à ce que ça ne fonctionne pas. Donc non seulement elles ont dépensé du temps, mais elles ont dépensé aussi beaucoup d'argent. Donc cette prise de conscience, elle est importante. Et justement, Maria, quelles sont toi les prises de conscience que tu as faites en reprenant en main donc tes finances et en les comprenant? Tu sais, on comprend, je replace pour le contexte pour les personnes qui viennent de se connecter. Maria, ben, justement, était moins à l'aise avec les finances, ça la faisait sortir de sa zone de génie, donc elle a décidé d'intervenir et de faire appel au service d'Aurélie. Et aujourd'hui, cette prise de conscience, quand tu reprends en main tes finances et que tu les comprends, qu'est-ce que ça apporte de plus à ta vie professionnelle et personnelle? Mais une tranquillité, c'est sûr et certain. Moi, c'était un peu le stress de ne rien savoir et me sentir pas en confiance envers moi-même parce que si tu sais pas c'est quoi mes dépenses, en quoi je dépense, c'est quoi, je savais rien. Et que c'était vraiment moi, la prise de conscience, c'est que je me sens plus tranquille, plus en confiance parce que je sais c'est quoi mes dépenses. Je réfléchis avant de dépenser et je peux prendre des décisions plus rapidement. Avant, c'était comme, je sais pas, est-ce que je peux faire ça? Mais quand c'est clair dans tes finances, tu peux prendre des décisions plus rapidement et des décisions un peu plus, pas assez réfléchies, mais quand même, tu as une sécurité, tu es sûr sur quelque chose. Fait que pour moi, c'était vraiment de me rendre compte que finalement, si je vois clair dans mes finances, je peux prendre des bonnes décisions ou des décisions rapidement. Et c'est ça. Mm.
Ça, c'est la question qui revient souvent hein, quand on est dans un processus de développement. Beaucoup d'entrepreneurs, justement, ben, pour pouvoir peut-être éventuellement appliquer à des programmes de subvention, doivent compléter des fameux plans d'affaires ou en tout cas des dossiers de candidature, etc. Et quand arrive justement la fameuse section de prévision budgétaire, répartition, etc., et quand on fait l'exercice avec eux, parce qu'on en accompagne parfois dans ces projets-là, et qu'on est dans leur dire, bon, ben, tu veux aller atteindre ces clients-là, tu veux justement combien de temps ça va te prendre, qu'est-ce qui va générer, c'est quoi le modèle d'affaires, etc. C'est tout du chinois, en fait, pour eux. Donc, c'est sûr que d'avoir cette démarche avec des gens comme Aurélie pour nous démystifier certaines choses et surtout pour avoir une vision claire, car en effet, quand je demande à quelqu'un, OK, c'est quoi ton budget de communication, puis qu'il n'est pas capable de me répondre, ben justement, l'exercice que tu as fait avec Aurélie te permet aujourd'hui de dire, OK, moi, je peux mettre tant sur mon budget de communication, justement, pour être en mode d'acquisition de clients ou en augmentation de communauté, les coûts, en fait, qui sont reliés à définir des objectifs, bien entendu. Beaucoup d'entrepreneurs, surtout en démarrage, sont dans un mode d'essai-erreur souvent, qui peuvent avoir des conséquences importantes, comme on l'a dit précédemment. Et Aurélie, justement, alors souvent on est dans un mode de dire qu'est-ce qu'on doit faire, mais moi j'ai envie de te dire qu'est-ce qu'on doit pas faire, quelles sont les erreurs en fait les plus communes de la part des entrepreneurs concernant la gestion de leurs finances. C'est justement de ne pas s'être bien préparé au départ et après de dépenser, tu sais, parce qu'en fait, je trouve qu'on minimise beaucoup la réflexion. Tu sais, c'est comme si des fois, on veut être trop dans l'action. C'est comme, OK, enfin, c'est faux, faut quand même avoir entre les deux, parce que si tu es juste dans la réflexion, que tu passes jamais à l'action, ben, on s'entend qu'il n'y a rien qui va se passer. Exact. Mais ce que je vois aussi souvent, c'est que les entrepreneurs sont, tu sais, c'est comme, surtout quand tu es ambitieux, tu as tellement envie de réussir, tu crois à ton projet, que des fois, tu vas faire plein d'investissements qui, en gros, sont pas dans le bon ordre, sont pas forcément au bon moment. Puis, tu sais, je parle d'expérience, là, tu sais, c'est comme tu vas engager quelqu'un au niveau de ta communication, mais en fait, ce que tu vends ou ton produit, c'est pas clair, ton message, il est pas clair. Donc, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu te jettes un peu partout en disant, ouais, mais c'est parce que je cherche des clients, tu sais, c'est comme je peux vraiment aider, mais tu sais, si en gros, les gens comprennent pas ce que tu fais, et ben, parce que pour toi-même, c'est pas clair, parce que tu fais 36 000 trucs, mais finalement, tu fais un peu tout puis rien, bah, ça va être très difficile. Donc, tu sais, c'est là où je trouve que c'est important de bien réfléchir, OK, c'est quoi, tu sais, de revenir vraiment à soi, c'est quoi mes compétences, c'est quoi en gros mes lacunes peut-être en entrepreneuriat et justement enfin, d'investir au bon endroit. Parce que, tu sais, tu sais, il y a comme toujours un peu soit les gens qui veulent pas investir, qui sont dans la peur puis qui veulent tout faire tout seul, mais tu sais, si tu n'as pas les compétences, bah, tu sais, je veux dire, oui, l'Internet, c'est bien beau, tu as toute l'information, mais souvent, ça va quand même être difficile de tout faire tout seul, à moins d'être extrêmement discipliné et puis tu sais, d'arriver à trouver quelque chose qui fait vraiment du sens. Et puis, et l'autre erreur, bah, ça va être d'investir un peu partout et de finalement commencer plein de choses, mais pas aller jusqu'au bout. Donc, parce que tu sais, comme là, avec toutes les formations qui sont justement disponibles, bah, en fait, moi, je vois beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui investissent beaucoup dans des formations, mais il n'y a pas de suivi. C'est pas forcément ce qu'ils avaient besoin. Puis là, finalement, ils se vident de tout leur argent. Puis quand ils arrivent vraiment à trouver qu'est-ce qu'il leur faudrait, ben là, en fait, ils n'ont plus d'argent. Donc, tu sais, c'est de vraiment faire attention avec qui on investit et comment et pourquoi. Tu sais, où est-ce que ça va nous amener? Est-ce que présentement, tu sais, justement, c'est la bonne affaire d'investir dans de la communication ou est-ce que ce serait plutôt, tu sais, justement dans la gestion des finances parce que ça part tellement en cacahuète qu'en fait, il y a une pression énorme, ce qui fait qu'on ne se sent pas bien. Donc, on est tellement préoccupé par ça que finalement, on n'a plus accès à notre génie parce que tu sais, mentalement, on a une charge mentale. Et surtout qu'en plus, si on a une famille, des enfants, bah, c'est encore pire parce que là, tu sais, on se dit qu'il faut justement absolument tu sais, on a le loyer ou l'hypothèque à payer, la nourriture, les frais scolaires, peu importe quoi. Puis, tu sais, tout ça fait que tu sais, ça nous empêche d'évoluer dans notre entreprise et en plus, ça a des répercussions au niveau de notre famille. Donc, tout ça fait qu'au final, c'est comme tous les éléments pour pas qu'on réussisse finalement. Ouais, c'est d'arroser un arbre qui est déjà pourri, entre guillemets. Ouais, j'entends en fait le bon endroit, au bon moment, comme tu dis, avec la bonne personne. Puis effectivement, beaucoup, en fait, par expérience, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui investissent
dans des formations parce qu'ils veulent pouvoir faire des choses à la place que de le donner à quelqu'un. Moi, je prends toujours l'exemple, je ne le citerai pas, mais d'une personne qui a dit non, non, moi, je vais installer, j'ai Internet sans fil à installer à plusieurs endroits dans ma maison, je vais le faire moi-même, je vais réussir et tout. Puis finalement, il a passé la matinée à le faire. Donc, mettons qu'il soit à $150, donc 4 fois $150, c'est ce qu'il a perdu techniquement, alors que Vidéotron proposait $45 pour installer, tu vois. Donc, effectivement, la gestion de se dire, OK, j'apprends parce que je veux pouvoir le faire moi-même, mais finalement, ce n'est pas forcément ta zone de génie non plus. Toi, tu serais meilleur à faire du développement d'affaires, toi, tu serais meilleur à faire de la comptabilité. Donc, de se poser vraiment la question à chaque fois qu'on veut faire une formation, en fait, c'est quoi la raison cachée derrière, tu sais? Puis souvent, ben, c'est la crainte de ne pas être capable, mais si tu as la crainte de ne pas être capable, ben, tu devrais te confier à quelqu'un d'autre. Il faut être dans un processus de renforcer vos forces plutôt que d'essayer de combler toutes vos faiblesses. En tout cas, ça, c'est mon avis Mais tu vois, personnel. pour faire du pouce à ce que tu as dit, une des erreurs que je vois beaucoup au niveau des entrepreneurs et surtout des travailleurs autonomes, parce que quand tu es incorporé, tu n'as pas le choix d'avoir un compte de banque séparé, mais c'est de tout mélanger, le perso et l'entreprise. Ça, c'est une erreur que je dis dès le départ. Ton entreprise, tu dois la gérer dans un compte à part. Tes revenus doivent partir de là, tes dépenses doivent partir de là. Et si tu dois faire des transferts, toi, personnel, parce qu'au début, tu finances ton entreprise, ben, tu vas le voir, tu prends de ton compte personnel à ton compte d'entreprise, ce qui fait qu'à la fin de l'année, c'est beaucoup plus simple. Donc, il y a ça et le fait d'avoir un fichier qui puisse te permettre de voir c'est quoi les revenus, c'est quoi les dépenses pour que tu puisses voir clair. Parce que une des erreurs communes que je vois, c'est que les travailleurs autonomes, souvent, ils gagnent pas forcément genre des 1000 et des cents. Et en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qu'ils gagnent, c'est pas net. Donc là-dessus, tu as, évidemment, quand tu fais 30 000 et plus, tu as les TPS, TVQ et tu as l'impôt à payer. Et le problème, c'est que si tu ne vois pas clair, ben, en fait, la majorité des gens ne prévoient pas assez et ils se retrouvent en fin d'année quand il faut faire le rapport d'impôt avec un 5, 10 000, 15 000, dépendamment des revenus qu'ils ont générés, à payer en impôt et ils n'ont pas l'argent. Donc là, ils s'endettent avec le gouvernement et en prenant du retard, ben, c'est là où justement, c'est comme tu as de retard de l'année passée, mais là, tu continues de générer de l'argent. Donc là, il faut que tu en mettes pour cette année, en plus de devoir payer. Donc finalement, tu te retrouves à toujours cumuler du retard. Donc là, tu payes toujours de l'intérêt et des pénalités parce que finalement, tu n'arrives pas à rattraper le retard. Donc ça, c'est une erreur, genre, vraiment que je vois énormément. Et même pour les incorporés qui, en fait, quand on ne voit pas clair, encore une fois, on gère avec ce qui rentre. Et en fait, c'est une mauvaise gestion du cash flow, du fonds de roulement, et ce qui fait qu'ils dépensent de l'argent qui n'est pas à eux. Quand on pige dans les poches du gouvernement, parce qu'on ne prévoit pas les taxes et les impôts, ça coûte cher. Oh Le que oui, gouvernement, que il n'aime oui. pas ça qu'on lui pige dans les poches. Ouais. Puis moi, la première, je peux en parler parce que quand j'ai commencé, c'était en tant que travailleur autonome avant la Gore Alliance, c'était exactement ça. Puis en fait, j'ai trouvé un système très, 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 très simple, si ça peut être un cue pour ceux qui écoutent. J'avais un fichier Excel pour gérer mes entrées, un fichier Excel pour gérer mes dépenses, avec un onglet par trimestre parce que c'était plus facile pour moi pour faire mes déclarations de taxes. Mais surtout, à chaque fois que je recevais un paiement d'une facture que je faisais, ben, l'addition des taxes, je les mettais de côté, ce qui fait quand arrivait ma déclaration de taxes, ben, j'avais l'argent pour payer ce que je devais aux taxes. Donc, c'est des petites choses, mais c'est pas difficile à mettre en place et ça peut t'éviter justement ces problématiques de la même façon que si, mettons, tu es dans une coop comme nous, puis tu te donnes un boni, ben, c'est un revenu, donc tu vas avoir plus d'impôts. Ben, quand tu touches ton boni, ben, tu mets une partie de ce boni parce que tu sais que tu vas avoir des impôts à payer dessus. Donc, c'est des réflexes en fait qu'il faudrait que tout le monde ait naturellement pour créer ça. Et justement, quand tu comprends bien tes dépenses, Maria, c'est une question pour toi maintenant en tant qu'entrepreneur. Quand tu as cette capacité de bien comprendre tes finances, est-ce qu'aujourd'hui, tu dépenses de la même façon? Est-ce qu'aujourd'hui, tu gères ton entreprise de la même façon qu'avant, Aurélie? Absolument pas. C'était un changement. C'est sûr que j'apprends toujours. Ok? J'apprends toujours. Je travaille avec une comptable et je travaille avec quelqu'un qui va aussi m'aider avec ça. Mais absolument pas. Parce que j'ai dû faire, comme je dis, sortir de ma zone de confort, avoir un budget personnel, suivre mon budget personnel. J'aime pas ça, mais je dois le faire parce que c'est intelligent de le faire. Donc, même chose pour l'entreprise, c'est vraiment de bien, je dépense, mais je dépense intelligemment. Et je vais vraiment faire, OK, combien j'en ai
Fait que pour faire des bons choix dans l'entreprise. Parce que sinon, comme Aurélie dit, si tu n'as pas de cash flow, ben, c'est ça le problème, c'est grand. Fait que, Ouais, ouais. les causes de... faut quand même le préciser encore aujourd'hui. Je vais redonner une statistique qui malheureusement est une statistique qui existe depuis plusieurs années. Il y a 3 entreprises sur 5 qui ferment avant 5 ans. Les trois raisons de ces fermetures-là, c'est le fameux product market fit, donc de ne pas s'être assuré de répondre à un besoin, donc de ne pas avoir fait sa validation d'hypothèse. Le deuxième, c'est justement la gestion des flux de trésorerie. Et le troisième, c'est le manque de focus. Donc, comme tu l'as dit, Aurélie aussi, on passe du coq à l'âne, on s'éparpille, il y a la charge mentale entre la famille, l'entreprise, etc. Donc, les 3 causes que je viens de vous donner, c'est vraiment les causes d'échec, en fait, des entreprises. Donc, tout ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui et de vouloir vous faire comprendre, c'est que c'est important d'être dans cette conscience et dans cette réaction par rapport à la gestion des finances. Et on a commencé un peu par ça aujourd'hui, Aurélie, en disant que c'était un sujet qui donnait des hérissements de poils à beaucoup de personnes. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs, justement, ne s'intéressent pas plus à leurs finances? C'est quoi le problème de ces entrepreneurs qui ne sont pas comme toi, c'est-à-dire qui n'ont pas d'historique financier, entre guillemets? Comment tu as identifié, en fait, le fait que ces entrepreneurs-là ne s'intéressent pas, en fait, aux finances, enfin, en apparence? Ben, en fait, c'est que à la base, souvent, enfin, tu sais, quand tu es jeune, que tu es étudiant, c'est facile à gérer, tu sais, dans le sens où tu as juste un loyer, encore, tu as ton téléphone. Puis là, la vie se complique, tu sais, admettons, tu rentres en couple, tu achètes une maison, tu achètes une voiture, tu as des enfants. Puis là, ça devient de plus en plus compliqué. Et vu qu'il n'y a personne qui nous a enseigné, ben là, c'est comme si tu te retrouves à l'âge adulte en te disant, OK, je devrais le savoir, mais je ne le sais pas. Donc là, il y a une honte, la peur du jugement. Tu sais, la culpabilisation, tu sais, qui est comme vraiment là. Donc, ce qui fait que ça demande du courage de passer au-delà de tout ça, parce qu'évidemment, notre ego veut nous protéger et de se mettre vulnérable devant quelqu'un et de dire, bah, tu sais, j'ai, je sais pas, 30, 40, 50 ans, et en fait, je me rends compte que je ne sais pas gérer mes finances. Ça demande énormément d'humilité. Donc, ça demande de sortir de sa zone de confort, et bah, d'accepter de se remettre en question et de se regarder dans le miroir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont forcément le courage de faire. Et je pense que c'est un gros blocage qui fait que les gens se disent: «Oh bah non, c'est pas important, c'est mon comptable qui gère». Ouais, mais tu comprends pas que le comptable, c'est un outil pour toi, là. Le comptable, c'est pas lui qui a créé l'entreprise. Si ça coule, là, lui, il s'en fout, là. Il va être payé pour ce qu'il a fait. Puis toi, genre, donc, tu sais, il y a comme tu sais, comme cet évitement de, genre, de toujours refiler ça ailleurs, alors qu'en fait, ça reste que c'est le nerf de la guerre et tu sais, c'est quand même un pilier qui est super important. Tu sais, moi, je dis toujours, tu as 3 piliers qui sont méga importants. Sans ça, ton entreprise, elle peut pas fonctionner. C'est un, d'avoir un produit ou un service à vendre, parce que s'il y a pas ça, il y a pas d'entreprise. Le développement des affaires, parce que si tu vends pas ton produit, bah, en fait, tu as beau avoir un super produit puis bien savoir gérer, bah, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Et tes finances, parce que si tu gères pas bien tes finances, tu vas t'endetter, tu vas pas investir au bon endroit, pas au bon moment, et ce qui fait que finalement, ton entreprise va pas pouvoir croître, toi non plus, tu sais, donc, je pense qu'il y a comme puis un autre problème aussi que je vois, parce que tu sais, moi je suis confrontée à ça, dans le sens, bah, je suis pas confrontée à ça, mais mes clientes sont confrontées à ça. Puis qu'est-ce qui fait que souvent ils viennent avec moi, c'est que moi à la base je viens pas du milieu financier, donc j'ai pas un langage financier. J'ai étudié, tu sais, à la base je suis chargée de projet en environnement et c'est vraiment sur le tard, quand j'avais 27, 28 ans, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux finances à travers le livre Père riche, Père pauvre, ce qui m'a emmené après à développer une réelle expertise en devenant courtier hypothécaire, conseillère en sécurité financière, puis en faisant toutes sortes de formations en lien avec les finances. Mais moi, j'ai vraiment un langage de monsieur, madame, tout le monde. Donc, quand les gens sont avec moi, ils me disent genre, mais en fait, c'est simple. Oui, parce que on va parler dans la comptabilité, on va parler de gestion, mais j'emploie pas des termes, tu sais, genre, finalement super techniques que toi et moi, finalement, si tu n'es pas comptable, tu ne comprends pas. Ou si tu n'es pas habitué à ça, que ce n'est pas ton domaine. Ce qui fait que pour un entrepreneur, c'est hyper frustrant d'avoir un comptable qui, en fait, est supposé t'aider avec tes chiffres. Mais quand il te parle en chinois et que tu ne comprends rien. Donc, ce que tu fais, c'est que tu dis juste: «Oh, bah, c'est correct, il me dit que là, c'est bon, je peux payer, ok.» Mais tu sais, c'est comme ça t'empêche finalement de vraiment créer tu sais, une entreprise tu sais, comme tu voudrais. Et le problème, c'est que tu as
C'est ça, tu sais, c'est comme vers qui tu te tournes quand tu as un problème de gestion si ton comptable ne t'aide pas. Donc là, c'est tellement en silo parce que, tu sais, je veux dire, tu sais, tu vas voir le conseiller bancaire. Ben, en fait, le conseiller bancaire, il n'est pas là pour t'aider à gérer tes finances. Il va te vendre des produits financiers, des cartes de crédit, des assurances, des prêts, des investissements, mais il va pas t'aider. Tu sais, c'est pas son job. Il va te dire de faire un budget, mais tu sais, si tu lui dis, ouais, mais c'est parce que je sais pas comment faire un budget. Puis, tu sais, ça paraît, tu sais, c'est comme si tout le monde, on a l'impression que tout le monde sait faire un budget, mais il y a plein de gens qui savent pas faire un budget parce que tu sais, quand tu as la logique et que tu sais le faire, c'est simple. Mais quand tu es genre submergé et que, tu sais, genre, pour toi, ça devient une montagne, ben, tu sais, je veux dire, on a beau te dire, faire un budget, c'est comme émotionnellement, c'est tellement comme déstabilisant que finalement, les gens bloquent et là, ils se disent, OK, ben, je passe à côté, tu sais, c'est comme... donc finalement, je pense que c'est un manque de ressources, tu sais, d'avoir vraiment des personnes qui vont être là pour justement t'accompagner. Puis il y a tout le volet aussi psychologique que les gens comprennent pas. Parce que même si tu as un conseiller, par exemple, financier qui veut t'aider, souvent, il comprend pas en fait tout ce qui joue au niveau psychologique, toute la relation à l'argent, cet envers du décor qui en fait a une énorme importance dans comment est-ce que tu vas gérer ton argent, comment tu vas mettre ton prix, comment tu vas te vendre. Et ça revient à la valeur que tu t'accordes. Et donc, si tu es bourré de croyances limitantes, que je ne sais pas, parce que tu viens justement, tu sais, moi je suis aussi une immigrante, donc c'est sûr qu'il a fallu que j'apprenne le système canadien. Tu sais, c'est comme le système, il est vraiment différent de la France. Et ben, c'est sûr que ça demande de poser des questions. Souvent, tu sais, quand on est une femme, on peut être très intimidé par justement des personnes qui sont en costume-cravate, qui sont très cérébrales, mais qu'émotionnellement, il n'y a rien. Et même si c'est des femmes, souvent, elles sont transformées en hommes et tu n'as pas cette connexion. Ce qui fait que ça crée en fait une distance. Et là, tu te dis, mais je ne veux pas aller là parce que émotionnellement, c'est tellement inconfortable que tu te dis, moi, je n'ai pas envie, tu sais, ça me fait me sentir mal. Donc, en fait, on fuit ce département-là parce que c'est difficile émotionnellement. Déjà que tu en arraches parce que tu culpabilises, tu as honte. Puis, alors, si en plus, tu as quelqu'un qui n'est pas empathique, ça devient compliqué. Tu sais, moi, c'est souvent que des femmes, avant même qu'on commence le coaching, juste en rendez-vous de rencontre, de par mon approche et de comment je suis, elles éclatent en sanglots. Et elles s'excusent, tu sais, c'est comme genre, elles comprennent pas, puis là, elles me disent, je suis désolée, mais c'est normal, c'est parce que là, en gros, tu sais, c'est un gros pas que tu fais de te montrer vulnérable, d'aller demander de l'aide. Et, et c'est ça, mais tu sais, je pense que la récompense, elle est bien plus grande. Et comme le disait Maria, en fait, tu gagnes en estime personnelle, tu gagnes par rapport à ta gestion, par rapport à l'évolution de ton entreprise. Donc, tu sais, on s'entend que d'être entrepreneur, c'est faire de la croissance personnelle à temps plein, là, parce que tout est de ta responsabilité. Si ça fonctionne, bravo, ça fonctionne pas, ben, c'est aussi ta responsabilité. Donc, tu peux pas dire, ouais, mais c'est de la faute de... Non. C'est comme, tu peux bien blâmer qui tu veux, ça reste que c'est ta responsabilité de faire que ça fonctionne et de trouver des solutions. Donc, Donc, on a parlé beaucoup, ben, c'est sûr que c'est les finances au féminin, mais je ne veux pas mettre le spotlight, mais Valex, Valex, tu es le seul homme de la présentation aujourd'hui. Et je me demandais si tu avais des questions spécifiques, justement, parce que si le sujet t'intéresse, c'est peut-être parce que tu es dans une phase, justement, de transition entre l'activité salariale et le développement de ton entreprise à 100%. Est-ce que tu as un questionnement particulier que tu aurais à poser ou quelque chose sur lequel tu voudrais rebondir? Une question, comme je te dis, je ne voulais pas mettre le spotlight sur toi, Oh, non, mais je trouvais ça intéressant d'avoir peut-être un questionnement ou un point de vue masculin également dans cette démarche-là. non, pour l'instant, tout est clair. Tout est clair. Non, j'ai rien à dire là-dessus. Est-ce que toi, actuellement, tu es dans une situation comme celle-ci, c'est-à-dire une activité peut-être salariée et entrepreneuriale, ou es-tu entrepreneur à 100%? Non, c'est un peu les deux présentement. Donc, on appelle ça, je fais un peu de travail autonome à temps partiel présentement. Mais c'est sûr, certain qu'à long terme, je voudrais partir en compagnie à 100%. OK. Puis est-ce que dans la réflexion qu'on a eue aujourd'hui sur les outils que tu dois utiliser, en fait, les démarches que tu dois utiliser pour savoir justement à quel moment tu pourrais être prêt à être à 100% sur ton activité, tout était clair pour toi aujourd'hui? Bon, numéro un, ouais, tout était clair. Super, super. Larissa, Solène, j'allais dire Solène, mais c'est moi Solène. Larissa, Solène, Audrey,
Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser à nos panélistes d'aujourd'hui? Pas de questions? C'est vrai que c'est un domaine que pour moi, ça me fait vivre l'insécurité. Donc, c'est le fun d'entendre que oui, c'est le fun d'entendre que c'est de la croissance personnelle et c'est un domaine qui est entièrement notre responsabilité. Merci beaucoup. Une prise de conscience. Merci pour ton commentaire. C'est très important. Et honnêtement, même si ça peut paraître très douloureux de faire cet exercice-là, c'est comme l'a dit, puis je peux en parler parce que je suis passée là-dedans. Puis aujourd'hui, je ne suis pas comptable, mais c'est moi qui m'occupe de la comptabilité de l'entreprise. Et très honnêtement, au contraire, c'est une petite douleur, un petit peu comme un coup de marteau sur le doigt, mais ça dure jamais assez longtemps. Puis tout le bien que tu as après va complètement te faire oublier. Je pense que Maria, tu peux en être d'accord et commenter là-dessus, mais tout le bien-être que tu vas avoir, d'être en capacité de passer par-dessus justement, tout en ayant cet accompagnement holistique par rapport à ton appréhension personnelle, ça va définitivement aider en fait à faire cette démarche-là et puis à faire en sorte que ta santé intellectuelle et la santé de ton entreprise va être beaucoup plus en croissance finalement. Maria, est-ce qu'on peut dire que avant Aurélie et après Aurélie, il y a comme il y a comme une augmentation des revenus de ton entreprise ou une meilleure gestion? Est-ce qu'on peut pousser jusque-là? On est tout le temps en train de grandir. Moi, je le vois comme ça. Moi, je peux dire qu'avant Aurélie, après Aurélie, il y a eu vraiment un changement au niveau surtout personnel parce que moi, j'avais besoin de ça. Au niveau personnel, c'était vraiment grand parce que pas seulement pour avoir une budget, tout ça, sinon pour travailler sur mes croyances. Au niveau de l'entreprise, Aurélie m'a aidé énormément à, je pense, on a commencé de zéro, vraiment. Elle m'a fait réfléchir beaucoup sur plusieurs choses au niveau de l'entreprise. J'ai commencé à travailler avec une comptable, une CPA, et j'ai dû apprendre beaucoup de choses comptables. Et que maintenant, je gère pas à 100% la comptabilité parce que je travaille avec une comptable, mais je connais beaucoup de termes. Je sais comment gérer. Si, par exemple, je perds mon comptable, je ne pourrais pas dire que je serais aveugle. Je pourrais quand même suivre ma comptabilité. Mais moi, personnellement, c'était vraiment de me sentir plus en confiance, de prendre en main mes revenus et ça m'a donné vraiment en plus d'estime en moi parce que ça, c'est très important aussi. Et de travailler avec mes croyances limitantes, de sortir de ma zone de confort au niveau des finances. Moi, pour moi, les finances, les mathématiques et tout ça, c'était comme un tabou. Non, je veux rien savoir. Aurélie m'a fait voir que non, on peut tous aimer les finances. Oui, sans forcément les aimer, ce qui est important. Puis je pense que là, tu viens de boucler la boucle d'aujourd'hui parce qu'on a commencé avec ça aujourd'hui. Exactement. Mais une chose, c'est que je sais c'est quoi mes forces. Je ne pourrais pas dire, ah, on va travailler dans les finances et les finances, c'est, non, je sais c'est quoi mes forces. Je vais travailler avec ce que je dois travailler. Mais les finances, ça va être les autres personnes qui sont les professionnels. Mais moi, au moins, j'ai une connaissance et ça me donne la sécurité, ça me donne un pouvoir. Parce que je ne laisse pas tout aux autres. J'ai aussi un mot à dire et j'ai ce contrôle. C'est ça. Exactement, exactement. On a commencé aujourd'hui en disant que la raison souvent pour laquelle on n'aime pas quelque chose, c'est parce qu'on ne les connaît pas.
Et maintenant, le fait d'avoir eu cet accompagnement, tu comprends les choses. Tu l'as dit, la connaissance, c'est la sécurité. La sécurité, c'est le pouvoir, hein. La mission d'Agora Alliance, c'est donner l'autonomie pour avoir la liberté d'entreprendre. Donc, plus tu es autonome et plus tu es libre. Et ça a une valeur C'est ça. indéfectible, effectivement. Donc, merci infiniment donc à vous deux pour ces contenus super pertinents, évidemment, ce matin. Tu as mentionné aussi en début de présentation, Aurélie, que il est aussi important en fait de connaître, on qualifie ça de profil de risque, hein, comme tu le mentionnes. Est-ce que moi je suis un entrepreneur téméraire qui saute sans filet? Est-ce que je suis plutôt un aventurier organisé qui fait un plan d'affaires et qui ensuite saute? Est-ce que je suis plutôt le planificateur sécuritaire avec un plan d'action à mettre en place? Je quitte mon emploi quand mes revenus sont justement des revenus d'entreprise ou remplacés par mes revenus salariés. Pour conclure là-dessus, Aurélie, est-ce que tu aurais un mot de la fin, un conseil, une bonne parole ou un outil que tu voudrais partager pour aujourd'hui, pour finir aujourd'hui? En fait, je dirais que c'est vraiment de la connaissance de soi et c'est de regarder justement qu'est-ce qui me... En fait, c'est d'aller vers qu'est-ce qui me repousse le plus et de commencer par ça justement pour éviter que ce soit dans le chemin. Donc, que ce soit les finances ou le développement des affaires ou, tu sais, c'est que tu sais, souvent on a tendance à aller vers en fait ce qui nous attire, qu'est-ce qu'on aime, puis tu sais, qu'est-ce qui nous donne du jus, ce qui est correct, mais en contrepartie, c'est quoi en fait là où tu sens que tu as une plus grande lacune? Ben, attends pas d'être submergé, puis vas-y directement. Puis il y a une chose que je vois beaucoup à travers les accompagnements que je fais, c'est qu'au départ, les femmes me disent: Ah, j'aime pas ça, les finances. Tu sais, c'est comme, parce que dans le fond, c'est comme en fait, c'est pas les finances qu'elles aiment pas, c'est j'aime pas comment les finances me font sentir et qu'est-ce que ça crée chez moi. Et après l'accompagnement, la majorité me disent: Hey, finalement, j'aime ça, je trouve ça le fun. Là, maintenant, j'ai comme le goût parce que je vois qu'est-ce qui rentre, je vois qu'est-ce qui me reste, je vois qu'est-ce que je peux faire. Puis là, c'est comme, j'ai vraiment l'impression d'être au contrôle et d'avoir, tu sais, d'avoir le pouvoir, dans le fond, de décision. Puis, tu sais, je trouve que c'est là où ça devient, en tout cas pour moi, c'est la plus grande victoire là, parce que, tu sais, c'est ça que je trouve qui est important, c'est de reprendre son pouvoir, puis de finalement, ben, c'est ça, de passer de ah, j'aime pas ça à finalement, ben non, au final, j'ai les compétences, je réalise que c'était juste justement ma peur qui faisait que je pensais que j'étais nulle, puis que j'y arriverais jamais. Donc, je dirais, oser aller vers tu sais, justement vos points faibles parce que c'est là où vous allez générer le plus de richesse. Voilà. Très bon, très beau conseil. Donc, ça résume un peu aussi tout ce qu'on a dit aujourd'hui. En conclusion, évidemment, si vous avez des questionnements autres, je vous invite à contacter Aurélie, qui dispose notamment d'outils de gestion que je pense on va partager des références dans le courriel que je vais envoyer aux participants d'aujourd'hui. Aussi, on avait parlé, donc, pour ceux et celles qui veulent se procurer donc, dans les 48 heures suivant aujourd'hui, une séance d'1 heure avec Aurélie dans les 3 prochaines semaines ou pour compléter ensemble les outils. Donc, elle va être disponible là-dessus. Évidemment, si vous avez des questions, si vous voulez découvrir les beaux produits de Maria, naturels selon la pharmacologie péruvienne et autres, je vous invite à visiter son site internet de Runac, RUNAK. Et puis, je vous mettrai les informations. Encore un grand merci donc à Maria et Aurélie aujourd'hui pour avoir partagé ces contenus en toute transparence et en toute humilité. Maria, merci beaucoup. C'est très apprécié et j'espère que cela aura influencé et aidé les personnes qui vont écouter cette présentation aujourd'hui. Il me Merci fait beaucoup. plaisir. Merci.